Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? Tenez, c'est le premier dimanche de l'année. Civilité oblige, je veux prendre le temps de vous souhaiter une excellente année. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Mais ça dépend de chacun de nous. Pour moi, je vous souhaite la santé, pas vrai? Il n'y a pas de bien plus précieux que la santé. Je vous souhaite l'amour. C'est le carburant de notre humanité commune, quoi qu'on pense. Et je vous souhaite le succès tel que vous l'entendez. Pour quelques-uns d'entre nous, le succès se mesure à l'argent, pour d'autres le succès se mesure aux études, pour d'autres encore le succès se mesure à la famille, mais peu importe. L'acception du mot succès pour vous, eh bien, je vous le souhaite. Nous avons quelque chose en commun, nous avons, ma foi, une patrie commune. Eh bien, pour notre cher Haïti, je souhaite donc que nos dirigeants prennent conscience qu'il n'y a pas de pays de rechange. Je souhaite donc que la population haïtienne prenne conscience du fait qu'elle est seule et que pour parvenir à la victoire finale, elle ne peut compter que sur elle-même. Au fait, s'il y a une chose qui nous distingue des autres peuples, c'est que nous avons toujours été seuls. Lors de la Révolution américaine, eh bien, les Américains ont su compter sur les Français. Mais quand nous, les Haïtiens, nous nous battions à la fois contre l'Espagne, nous nous battions à la fois contre l'Angleterre, nous nous battions à la fois contre la France, nous nous battions à la fois contre les États-Unis, on l'oublie souvent, eh bien, nous étions seuls. Nos ancêtres ont dû faire montre d'ingéniosité, ils ont dû faire montre d'inventivité pour dresser les puissances européennes les unes contre les autres.
dresser l'Angleterre contre la France, dresser la France contre l'Espagne. Nos ancêtres ont su tirer leur épingle du jeu dans ce jeu géopolitique, n'est-ce pas, que jouaient déjà les États-Unis d'Amérique, qui voulaient que l'Amérique leur appartienne. Toujours est-il que nous avons toujours été seuls. Pourtant, quoique seuls, nous avons battu l'armée la plus sanguinaire au monde. Nous avons battu l'armée la plus puissante d'alors, l'armée napoléonienne, et nous l'avons fait tout seuls. J'aime me moquer des Français, en particulier de Charles de Gaulle, qui, dans son discours pompeux, son discours, ma foi, de victoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a proclamé que Paris s'est libéré par lui-même. Rien de plus faux. Paris ne saurait se libérer par lui-même puisque la France a capitulé après quelques jours devant l'armée nazie. Et les Français auraient encore été sous les bottes des nazis, n'était la collaboration des Américains, n'était la collaboration des Russes, n'est-ce pas, qui sont les premiers à entrer d'ailleurs à Berlin, n'était la collaboration des Anglais. Mais nous, les Haïtiens, nous avons toujours été seuls dans notre lutte pour la dignité. Nous avons toujours été seuls dans notre lutte pour la liberté. Nous avons toujours été seuls dans notre lutte pour l'égalité entre les peuples. Et mieux, même si nous avons tout fait tout seuls, cela n'a pas empêché nos ancêtres d'aider les autres. Si aujourd'hui des peuples comme le Venezuela, si aujourd'hui des peuples comme la Colombie, des pays comme la Colombie, si aujourd'hui des pays comme la Grèce, si aujourd'hui des pays comme Israël, si aujourd'hui des pays, ma foi, que dis-je, n'est-ce pas, comme, ma foi, la Libye, peuvent se targuer d'être des peuples libres, eh bien, ils ont quelque chose envers nous comme dette. Je l'ai dit à quelques reprises à cette émission, même en Asie, les gens nommaient leur fils Toussaint, justement en référence à ce nègre vertical, en référence à ce héros de la liberté qui, sans complexe, prêchait l'égalité des races, qui, sans complexe, prêchait l'intelligence égale entre les peuples. Pourtant, malgré le fait que nous avons tout fait tout seuls, tous les peuples européens se sont toujours dressés contre nous parce qu'ils ont l'intuition qu'en nous dort ce qu'on appelle véritablement un destin manifeste. Les Américains peuvent bien proclamer qu'ils ont un destin manifeste. Israël peut bien écrire un livre qu'on appelle la Bible pour se faire passer pour le peuple choisi, mais quand on comprend véritablement l'histoire, le seul peuple qui puisse véritablement se targuer d'avoir un destin manifeste, c'est le peuple haïtien. Et c'est le propos que je vais développer à cette émission d'aujourd'hui. Je le ferai en prenant pour prétexte, n'est-ce pas, cette phrase débilitante qu'on nous a apprise à l'école, ce qui prouve que toute l'école haïtienne porte la marque de la colonisation mentale. Vous vous souvenez, quand nous étions, n'est-ce pas, dans la classe de rhétorique, eh bien, nos professeurs nous apprenaient cette phrase ô combien vexatoire pour nos ancêtres, ô combien humiliante pour ceux qui ont écrit l'histoire, à savoir que la révolution de Saint-Domingue est fille de la révolution française. Quand on prend le temps d'étudier ces deux révolutions, comme moi je l'ai fait comme historien, il n'y a rien de commun entre la révolution française et la révolution haïtienne. Il n'y a rien de commun entre la révolution haïtienne et la révolution américaine, la révolution voisine. En sorte que pour ce premier dimanche de l'année, pour cette première émission de l'année, vous savez, le 1er janvier marque le jour de la commémoration, de la proclamation à la face de l'univers de l'indépendance haïtienne. Je me propose de faire quelque chose de différent. Plutôt que de reprendre l'histoire de la révolution haïtienne en tant que telle,
ce qu'on a déjà fait, ce que d'autres font aussi avec maestria, je vais dresser le distinguo entre la Révolution française, d'une part, et la Révolution haïtienne, d'autre part. D'autre part, le distinguo entre la Révolution américaine et la Révolution haïtienne. Et vous verrez que s'il est un peuple qui mérite le titre d'inventeur de la liberté, s'il est un peuple qui mérite le titre de créateur de l'égalité entre les peuples, s'il est un peuple qui mérite le titre, ma foi, d'inventeur de l'autodétermination des peuples, c'est le peuple haïtien. Nous verrons que la Révolution française n'a rien à voir avec la liberté. La Révolution française n'a rien à voir avec l'égalité entre les citoyens, l'égalité entre les peuples. Rien à voir. Vous verrez que la Révolution américaine n'a rien à voir avec le concept de liberté, d'égalité, rien de tout cela. Seuls les Haïtiens ont fait leur révolution au nom de la liberté. Seuls les Haïtiens ont fait leur révolution au nom de l'égalité. Seul le peuple haïtien a fait sa révolution au nom de l'autodétermination des peuples. En sorte que, vous avez vu le titre, Révolution française, Révolution américaine, Révolution haïtienne, mais qui a inventé la liberté? Malheureusement, les Occidentaux ont pris de l'avance dans leur propagande. Malheureusement, les Occidentaux sont des épistémicides, c'est-à-dire ils sont des tueurs de concepts qui ne viennent pas d'eux. Et ensuite, ils font de la propagande en disant, écoutez, c'est nous qui avons inventé la liberté, c'est nous qui avons inventé la révolution, c'est nous qui avons inventé le concept d'autodétermination des peuples. Mais quand on prend le temps de regarder les choses en profondeur, au moment où les Américains ont fait leur révolution en 1776, mais ils avaient des esclaves. Quand ils ont fait leur révolution, n'est-ce pas, les femmes n'avaient aucun droit. Alors, le concept d'égalité entre les peuples, le concept d'égalité entre les citoyens, c'est une invention, c'est une chimère pour eux. Mais quand les Français ont proclamé, n'est-ce pas, ont fait la déclaration universelle du citoyen, il n'y avait rien d'universel là-dedans, c'était pour une catégorie, mais une certaine catégorie de Français. Les femmes n'étaient pas dedans, les Noirs n'étaient sûrement pas dedans, en sorte que s'il est un peuple qui mérite d'être considéré comme un peuple révolutionnaire, ce ne sont ni les Français ni les Américains, ce sont d'abord les Haïtiens. Malheureusement, le projet de nos ancêtres a été perverti, on va comprendre pourquoi. Malheureusement, le projet de nos ancêtres a été stoppé par les peuples européens parce qu'il y avait des enjeux idéologiques, parce qu'il y avait des enjeux raciaux, racistes, que dis-je, parce qu'il y avait des enjeux, ma foi, économiques. Ils ont stoppé notre projet. Mais vous savez, comme on dit, ce qui est différé n'est pas perdu. Ce projet est encore en dormance. Ce que nos ancêtres avaient en vue reste à être exécuté. Il nous appartient à nous aujourd'hui, il appartiendra aux générations à venir de reprendre le flambeau et de mener à terme ce projet universel, proprement universel de liberté, proprement universel d'autodétermination des peuples que nos ancêtres avaient porté. Alors, longue introduction, vous me l'aurez pardonné, c'est le premier dimanche de l'année. Encore une fois, les amis, je vous souhaite une bonne année, santé, amour et succès, n'est-ce pas? En fonction de votre définition du mot succès, restez là. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. C'est le premier dimanche de l'année. Dans la culture haïtienne, on s'offre du bon chocolat chaud, bien sûr avec de la soupe haïtienne, avec un repas copieux. Mais n'oubliez pas de penser aussi à vos ancêtres. Laissez une assiette vide en souvenir de ce que les ancêtres ont fait pour nous. Ils sont encore présents, savez-vous. Il n'y a pas plus présent que les morts. Il n'y a pas plus vivant que les morts. C'est notre conception de la vie en tant que Noirs, en tant qu'Africains d'Haïti. Allez, une bonne tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud. Ça promet bonne année. À tout à l'heure, les amis.
Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Voilà, avant la pause, on s'était promis de dresser une comparaison entre trois révolutions. La Révolution française qu'on nous a toujours présentée comme étant mère de la Révolution de Saint-Domingue, la Révolution française qu'on situe en 1789, et la Révolution américaine qu'on nous présente comme étant le modèle de toutes les révolutions subséquentes. La Révolution américaine qu'on situe en 1776, en sorte que, là encore, c'est une illustration du caractère épistémicidaire des Occidentaux. Ils sont toujours les premiers en tout. La Révolution française, c'est la mère de la Révolution de Saint-Domingue, en sorte que nos ancêtres n'ont rien fait de nouveau, puisqu'ils n'ont fait que copier ce que les Français ont fait. La révolution américaine, c'est le modèle de toutes les révolutions, c'est le modèle, n'est-ce pas, des révolutions républicaines, en sorte que, quoi qu'on fasse après, mais on est condamné à reproduire ce que les Américains ont pensé. Bon. Les Occidentaux peuvent continuer à raconter leurs conneries, ils peuvent continuer à les enseigner, ces conneries-là, dans nos universités, mais ce qu'il y a de plus triste, c'est que nos maîtres d'école, c'est que nos intellectuels nous ont répété ces bêtises-là comme si c'était une vérité indiscutable. Si vous avez fait vos études secondaires classiques en Haïti, vous connaissez cette phrase débilitante, vous connaissez cette phrase de coloniser. La révolution de Saint-Domingue est fille de la révolution française. Bizarrement, c'était même une question d'examen d'État. C'est-à-dire l'État assume. Le ministère de l'Éducation nationale assume. Nos professeurs d'histoire, qui sont des répétiteurs, assument que la Révolution française, puisqu'historiquement elle est située en 1789, est la mère de la Révolution de Saint-Domingue, puisque cette dernière a abouti, n'est-ce pas, en novembre 1803. Sorte qu'on se contente de répéter sans prendre le temps d'aller dans le fond des choses pour dire, mais bon Dieu, qu'y a-t-il de commun entre la Révolution française et la Révolution de Saint-Domingue? Qu'y a-t-il de commun entre la Révolution américaine et la Révolution de Saint-Domingue? Au fait, chacune de ces révolutions suit les traits de caractère fondamentaux des peuples. On va voir que ce qui est fondamental pour les Français et qui les a conduits à décapiter leur roi et leur reine n'a rien à voir avec ce qui est fondamental pour nous les Haïtiens. Ce qui était fondamental pour les Américains et qui les ont portés à se livrer dans une guerre civile et qui les ont portés à congédier à toute fin pratique leur roi, n'a rien à voir avec ce qui a porté nos ancêtres à faire la révolution. Et quand on va regarder ces trois mouvements sociaux, ces trois mouvements politico-sociaux ou sociopolitiques qui ont produit des changements, un seul de ces trois mouvements mérite proprement le terme de révolution. Quand on entend par révolution changements radicaux, quand on entend par révolution, n'est-ce pas, un chamboulement complet de l'ordre des choses dans une société, eh bien,
vous aurez compris que seule la révolution haïtienne est une révolution. Malheureusement, les Occidentaux se sont donnés pour maudire, de tuer tout ce qui ne vient pas d'eux, tout ce qui est trop éclatant et qui vient d'ailleurs. Ils vont non seulement réduire cela en silence, ou alors ils vont pervertir cela et tenter de nous faire croire, même à nous, les enfants de ces véritables révolutionnaires haïtiens, ils ont tenté, et à bien des égards, ils ont réussi, et quelle réussite macabre, ils ont réussi à nous faire croire que notre révolution à nous est fille de leur révolution à eux. Et à la fin de l'émission, vous aurez compris que même si pompeusement les Français peuvent continuer à parler de Révolution française, parce que c'est eux qui écrivent des livres et c'est eux qui contrôlent leur propre narratif dans les médias, même si ils vont tenter et ils ont réussi à faire croire à nos maîtres et à nos ministres de l'Éducation nationale que notre révolution est fille de leur révolution, nous devons, à partir de maintenant, reprendre le contrôle de nos narratifs et dire, mais tout cela, c'est des mensonges, tout cela, c'est de la propagande. S'il est de ces trois mouvements, un mouvement qui mérite d'être appelé proprement révolutionnaire, c'est bien le mouvement sociopolitique des Haïtiens. Alors, commençons par regarder la Révolution française, dont on dit qu'elle est mère de la Révolution haïtienne. Révolution française. Pour comprendre ce qui va se passer en 1789 en France, il faut, dans un premier temps, mettre la table pour voir comment était répartie la société française. Bon, on va parler d'une société de trois ordres. Vous avez la noblesse. La noblesse, c'est des gens qui sont au haut de la société. Parce que le roi leur a conféré un titre de noblesse. Et ce titre de noblesse, il est héréditaire, pas vrai? Ce titre de noblesse passe de père en fils, selon la loterie génétique. Et on voit encore les traces de ces imbécilités-là au Royaume-Uni, pas vrai? Imaginez que c'est mon sang qui décide que je suis noble. Imaginez que c'est mon nom de famille qui décide que je suis noble. Et quoi que fassent mes filles, elles seront nobles parce que 30 ans avant, parce que 50 ans avant, un certain roi m'avait conféré le titre de noblesse en plaçant le préfixe 2 devant mon nom. Bon, il y avait la noblesse. Et les nobles, ce sont rien de moins que des parasites. Ils ne payent pas des impôts, ils ne payent pas des taxes. Ils reçoivent de nombreux cadeaux des rois, souvent des concessions foncières. Donc ils ont de grands domaines. Et c'est souvent parmi ces gens-là qu'on retrouve les seigneurs, c'est-à-dire des propriétaires terriens. Ils ne travaillent pas. On allait jusqu'à dire que pour une femme de noble, travailler, c'était quelque chose d'humiliant. C'était quelque chose de dégradant. Mais toujours est-il que vous avez une société, n'est-ce pas, dont le premier ordre est la noblesse. Bon. À côté de ces gens-là, ou tout de suite en dessous, mais pas tellement en dessous, parce que d'une certaine manière, il y a un jeu de vase communicant entre la noblesse et le clergé. Vous avez le clergé, l'Église. Un autre groupe de paresseux et de parasites. C'est des gens qui vous prêchent des illusions, des gens qui vous prêchent le ciel, des gens qui vous prêchent le paradis, n'est-ce pas? Et qui, parce qu'ils vous font croire à des chimères, parce qu'ils réussissent à vous faire avaler des couleuvres, n'est-ce pas, se donnent des privilèges dans la société. Le clergé était propriétaire de vastes domaines. Le clergé, cela va sans dire,
ne payaient pas de taxes, ne payaient pas d'impôts, et le clergé, n'est-ce pas, se partageait les pouvoirs avec les politiciens. Vous savez, depuis que saint Augustin a distingué entre deux sortes de pouvoirs, le pouvoir, n'est-ce pas, spirituel et le pouvoir, on va dire, matériel, eh bien, les monarchies et le clergé se partagent le pouvoir. Et parce que le clergé a une grande influence sur la population, le clergé devient très riche. Les prêtres vous vendaient, exemple, n'est-ce pas, le pardon. Quoi que vous ayez fait de votre vie terrestre, eh bien, si vous achetez des indulgences, si vous achetez le pardon, n'est-ce pas, que confère le Vatican au nom de Dieu, eh bien, vous passerez de l'enfer au paradis, après un certain temps, au purgatoire. Mais tout cela se vend à prix d'argent. Les gens qui étaient manipulés par l'Église et qui avaient peur d'aller en enfer, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient don de leurs biens à l'Église, hein, n'est-ce pas? Les testaments en sont là pour en témoigner. Donc, vous avez un premier ordre qui est la noblesse, des parasites. Nobles, pourquoi? Parce que, ben tiens, ils sont des fils de nobles. D'où vient le titre de noblesse? Le titre de noblesse a été accordé par des rois. OK? Et vous avez le clergé, donc l'Église, qui est immensément riche en France. L'Église qui est comme toujours corrompue, l'Église qui est comme toujours, n'est-ce pas, perverse. Il y a toujours eu des scandales de pédophilie, il y a toujours eu des scandales, n'est-ce pas, d'agression qui pesaient sur l'Église, mais c'était accepté et toléré parce que l'Église était puissante. L'Église pouvait bannir un roi et l'obliger à se mettre à genoux en plein hiver pour demander pardon au pape. Et si l'Église, si l'évêque, si l'archevêque, si le pape lui-même, n'est-ce pas, venait de bannir un roi, eh bien désormais, la propre population, donc les sujets même du roi, n'étaient plus tenus de lui obéir. Donc vous comprenez l'influence de l'Église. Donc la société française est organisée par des nobles qui reçoivent des biens qui passent de père en fils, puisque dans le droit français, la fille ne pouvait pas hériter, la femme ne pouvait pas hériter. Vous avez le clergé qui est immensément riche parce que le clergé exploite, parce que le clergé, tout comme les pasteurs dans les pays noirs aujourd'hui, les pasteurs dans les églises haïtiennes, eh bien le clergé qui vend des illusions, qui vend Jésus, qui vend le pardon, qui vend le ciel, qui vend le paradis, mais à prix d'argent. Et vous avez un troisième ordre qu'on appelle le tiers-État. Mais le tiers-État, c'est le reste de la population française. Le tiers-État constitue quelque chose comme 97% de la population française. C'est elle qui doit payer les impôts. Donc, c'est le tiers-État, donc la population, à 97% qui paye les impôts. C'est le tiers-État qui paye les taxes. Et c'est très important ce que je vais dire là. Ce 97% de la population n'a rien. Pourquoi? Parce que la législation française ne permettait pas à la population d'être propriétaire. Retenez ça parce que si vous passez à côté de cette dernière phrase, vous ne comprendrez rien à la Révolution française. Donc, le tiers-État, c'est 97% de la population qui paye les taxes, 97% de la population qui paye les impôts. Au-dessus de leur tête, vous avez les nobles qui sont des parasites, qui ont tout. Pas parce qu'ils ont travaillé, mais c'est parce qu'à un moment donné, le roi leur avait donné des biens. Le roi leur avait concédé des domaines, et ces domaines passent de père en fils. Sur leur tête aussi, vous avez le clergé, donc les prêtres, qui les invitent à rester soumis à leur maître. Ils n'étaient pas des esclaves, mais ils avaient des maîtres, ils avaient des seigneurs, pour qu'ils puissent recevoir dans l'au-delà le paradis. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions
Toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Donc, déjà, il y a un problème. Ce tiers-État était composé de paysans, de serfs. Que faisaient les paysans? Mais ils labouraient des terres pour des seigneurs. Des seigneurs qui étaient des nobles, comprenez bien. D'où trouvaient-ils leurs terres, ces seigneurs-là? Mais parce que le roi leur avait fait des concessions. Le roi leur accordait, leur donnait des domaines, puisque la monarchie, c'est la propriétaire, enfin, c'est la propriétaire originaire des terres en France. Nous sommes au XXIe siècle. C'est des notions qu'on a un peu de difficulté à comprendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'en tant qu'historien, je dois vous replacer dans le contexte. Imaginez, les amis, toutes les terres de France appartiennent au roi. Pourquoi? Le roi est le propriétaire originaire. C'est l'expression consacrée de tout. Les terres appartiennent au roi. Le roi, c'est le représentant de Dieu. Le roi, selon sa bonne volonté, accorde des concessions, donc concède des domaines aux nobles, jamais aux tiers-États, jamais à la population. Et le tiers-État, qui est composé entre autres de paysans, eh bien les paysans doivent travailler sur les domaines des seigneurs. Et en contrepartie, eh bien les seigneurs leur donnaient une partie de la récolte. Quand la récolte était mauvaise, quand le temps était mauvais, quand les intempéries frappaient les récoltes, vous comprendrez, n'est-ce pas, la suite, eh bien, les paysans n'avaient rien. Ils pouvaient crever de faim. Et si les paysans tentaient de se révolter contre leur seigneur, qu'est-ce qui se passait? Le roi, n'est-ce pas, envoyait l'armée pour mater dans le sang toute tentative de révolte. Écoutez bien comment va naître la Révolution française. Entre-temps, dans le tiers-État, vous avez une autre catégorie des gens qu'on appelle des bourgeois. Initialement, c'était des habitants de bourg. Eux, ce sont des commerçants. Ils n'ont aucun titre de noblesse. Ils n'ont pas d'égalité avec les nobles. Ils n'ont pas d'égalité avec le clergé, avec les prêtres, sauf que, à force de bosser dans de petits commerces, à force d'économiser grâce, n'est-ce pas, au commerce, ils ont réussi à se faire un pécule, à avoir de l'argent, parfois à avoir beaucoup d'argent. Sauf que dans une société de caste, comme celle de la France du XVIIIe siècle, qui à toute fin pratique était la France du Moyen-Âge, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous pouvez avoir, si vous voulez, des biens à vendre, des boutiques à vendre, mais ça ne vous rapporte pas grand-chose parce que, de toute manière, vous payez des taxes et des impôts pour les nobles parce qu'eux ne payent pas. Mais en plus, il y a des postes auxquels vous n'aurez jamais accès. Vous n'avez pas beaucoup de droits. Il y a des professions auxquelles vous n'avez pas accès parce que vous n'êtes pas noble. Et le roi, n'est-ce pas, à qui tout appartient, n'est pas là pour vous, il est là pour les nobles. Ne comptez pas sur le clergé non plus pour vous défendre parce qu'à bien des égards, vous êtes devenus, n'est-ce pas, des concurrents, non seulement pour les nobles, mais également pour le clergé qui veut votre argent. C'est souvent dans cette sous-catégorie sociale qu'on va retrouver des intellectuels, qu'on va retrouver les philosophes, qu'on va retrouver, n'est-ce pas, si vous voulez,
de grands auteurs qui vont tenter si vous voulez, d'activer la conscience de la population française par le théâtre, qui vont tenter d'activer la conscience de la population française par des œuvres littéraires, justement, qui écrivent dans des journaux pour faire comprendre à la population que ça ne va pas, il faut que quelque chose change dans cette société. Et voilà que l'occasion va leur être offerte à ces intellectuels-là. Voilà que l'occasion va leur être offerte à ces bourgeois-là qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas beaucoup de droits, qui ont de l'argent, mais qui aspirent à l'égalité avec les nobles, qui ont de l'argent, mais qui voudraient, n'est-ce pas, tout simplement prendre la place des nobles pour que tout le monde paye des impôts. L'occasion va être offerte à ces gens-là parce que le roi va annoncer quelque chose qui se faisait déjà depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire les États généraux. Les États généraux, c'est une espèce de convocation par le roi des élites de la société française, entendons élite politique, entendons élite intellectuelle, entendons élites économiques, pour réfléchir sur les changements à apporter dans la société. Donc, les bourgeois qui veulent la place des nobles, les intellectuels qui veulent que les choses changent, les politiciens qui sont dans le Parlement, parce qu'il y a toujours eu un Parlement en France. Le Parlement ici, oui, ça faisait des lois, mais c'était surtout pour s'occuper de la justice, pas pour changer les choses politiquement. Alors, dès l'annonce des États généraux par le roi, les philosophes, les intellectuels, les bourgeois vont profiter de ces États généraux-là pour produire dans la société française des changements qu'ils ont toujours souhaités. Que veulent-ils? Une chose. Une chose. Ils veulent, eux aussi, devenir propriétaires. Ce n'est pas normal que toutes les terres appartiennent au roi et que le roi concède ces terres-là aux nobles, qui, eux, sont des seigneurs, qui embauchent des paysans qui travaillent pour eux et qui, en contrepartie, n'est-ce pas, ont une partie de la récolte. Et quand il y a intempérie, ils n'ont rien. Nous, ce qu'on veut, on veut que les choses changent et que tous puissent devenir propriétaires et que tous puissent mener leur vie comme ils l'entendent en fonction, n'est-ce pas, de l'énergie qu'ils mettent dans le travail. En sorte que, chers amis, vous pouvez retenir cette phrase-là. La Révolution française a eu lieu au nom de la liberté foncière. Les Français vont faire leur révolution. Encore une fois, c'est un terme pompeux, il faut dire les choses. Hein. Même si je serais minoritaire, je le suis déjà. Même si ma voix risque d'être ridiculisée, il faut remettre désormais le terme Révolution française en question. Eh bien, les Français vont provoquer les changements sociaux du XVIIIe siècle pour qu'ils deviennent propriétaires. Parce que la législation ne leur permettait pas à eux tous d'être copropriétaires. La terre appartenait au roi qui donnait ces terres-là essentiellement aux nobles, aux seigneurs et à l'Église. Et la vaste majorité de la population n'avait rien. Vous avez au fil des années une sous-catégorie, les marchands, les bourgeois, qui sont devenus riches, mais qui n'avaient pas d'égalité de droit avec les nobles et qui ont voulu tout changer pour avoir leur part du gâteau au nom de leur travail. Alors ils vont profiter des États généraux, dans un premier temps pour proposer une monarchie constitutionnelle, qui va plus tard finir par une république, qui va finir plus tard par un empire avec Napoléon, qui va revenir plus tard à une monarchie. Les Français vont aller chercher les Bourbons. Mais quand vous regardez ce que la Révolution française, ce que ces changements du XVIIIe siècle ont produit, si vous prenez le temps de lire les archives pour bien comprendre le mobile des Français lorsqu'ils ont fait le 14 juillet 1789, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient l'égalité des droits en matière de propriété foncière. Donc, on peut résumer, sans ironie,
les Français ont décapité leur roi pour avoir un bout de terre. Nous voulons avoir le droit d'être propriétaires, nous aussi, nous les bourgeois. Nous voulons, nous aussi les intellectuels, n'est-ce pas, être égaux aux nobles. Nous voulons en finir avec ces titres de noblesse qui n'ont rien à voir avec la dignité des humains, ces titres de noblesse qui n'ont rien à voir avec l'égalité entre les citoyens. On veut être égaux aux nobles. Donc, pour nous assurer d'être égaux aux nobles, eh bien, qu'on bannisse les titres de noblesse. Et rapidement, on va en finir avec la noblesse. Et puisque le clergé était l'instrument politique des rois pour maintenir le tiers-état dans sa situation, on va en profiter pour bazarder l'Église, en sorte que le mouvement français de 1789 est aussi un mouvement laïque. Mais derrière tout cela, il y a un mobile, la liberté foncière. Il y a un mobile, la propriété foncière. Donc vous comprenez que déjà, si on prend le temps d'étudier en profondeur et de synthétiser ce mouvement qu'on appelle encore une fois pompeusement la Révolution française, les Français n'ont pas fait leur révolution pour l'égalité entre tous les citoyens. Foutaise, les femmes en 1789 ne sont pas les égales des hommes. On ridiculisait les femmes qui voulaient elles aussi avoir leur part de liberté. Quand on parlait de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais par l'homme, on entend le blanc qui pisse debout. Parce que cela n'incluait pas les Noirs. C'est vrai qu'il y a eu quelques intellectuels qui ont voulu, si vous voulez, attirer l'attention, qui ont voulu émouvoir les parlementaires sur le sort de ces Africains qui sont réduits en esclavage par ces mêmes Français qui proclament l'universalité de l'égalité entre les humains, mais par humains, on n'entend pas les Noirs. Par humains, on n'entend pas, n'est-ce pas, les Africains, puisqu'entre-temps, la France a continué à charcuter l'Afrique et à maintenir une chape de plomb sur nos ancêtres à nous, entre autres à Saint-Domingue ou ailleurs dans les Antilles. Donc, s'il vous plaît, arrêtons à partir de maintenant de répéter cette propagande des Européens. La Révolution française, si révolution il y a, pour moi c'est pas une révolution, le chamboulement sociopolitique de 1789 a été fait au nom de la propriété foncière. Donc des notions comme liberté, égalité, fraternité, c'était des slogans. La liberté d'être propriétaire, oui. L'égalité, non, parce que déjà, il n'y avait pas d'égalité entre hommes et femmes. Égalité, pas entre les peuples, puisque au moment où l'on se parle, la France a des esclaves en Amérique, dans toutes les Antilles. Donc, c'est pas l'égalité, ce n'est pas la liberté pour tous, c'est la liberté pour les intellectuels, la liberté pour les bourgeois qui avaient de l'argent et qui voulaient devenir propriétaires. Et quand vous prenez le temps de lire, n'est-ce pas, cette Déclaration universelle des droits, ce que les Français veulent, donc les intellectuels, qui agitaient le Parlement, les philosophes qui écrivaient dans les médias pour soulever la population, ce qu'ils voulaient, c'était qu'eux aussi puissent faire de la politique, même s'ils ne sont pas nobles. C'est qu'eux aussi puissent, n'est-ce pas, être propriétaires, ce qui leur était interdit jusque-là, mais c'est que les vastes domaines sur lesquels régnaient les prêtres, donc l'Église, le clergé, puissent revenir à la population et qu'on puisse, avec les moyens que l'on va se donner, les approprier. Maintenant que vous avez bien compris les enjeux de la Révolution française, vous comprendrez plus tard que ça n'a rien à voir avec la Révolution haïtienne, que je vais prendre le temps de vous expliquer dans la troisième partie de l'émission. Donc, s'il vous plaît,
Ne nous laissons plus prendre au jeu de la propagande des Occidentaux, la Révolution française. Révolution, mon œil. On a décapité le roi. Plus tard, mais beaucoup plus tard, au début, on voulait le garder, le roi. On va en finir avec la monarchie, mais au début, on voulait une monarchie constitutionnelle. Mais on a dit qu'on voulait en finir avec la monarchie, mais on va revenir à plusieurs reprises à la monarchie des Bourbons. Et donc, si vous comprenez les hauts et les bas de ce mouvement sociopolitique français, la constante là-dedans, c'est que les gens voulaient que tous payent des taxes et des impôts. Hein? Les nobles, l'Église n'en payait pas. Donc on veut que tous puissent payer désormais. On veut en finir avec ces titres de noblesse auxquels nous, on n'avait pas accès. Et surtout, on veut être propriétaire. Résumons ironiquement, la France a foutu le feu. Les Français ont foutu le feu dans leurs ordres sociaux, parce qu'il y avait 3 ordres, n'est-ce pas, pour pouvoir devenir propriétaire. La question foncière est le mobile de cette soi-disant révolution française qui n'en est pas une, qui est tout simplement un chamboulement sociopolitique. Ça va? On va s'arrêter ici et on va parler de la révolution américaine dont on dit qu'elle est le modèle de toutes les autres révolutions. Au fait, elle est venue avant la révolution française. On va parler de la révolution américaine, encore une fois, identifier le mobile qui a porté les Américains, qu'on appelait péjorativement des provinciaux, à se soulever contre leur roi, le roi George, à se livrer à une guerre civile. Les Américains contre les loyalistes pour faire leur révolution. Mais que voulaient-ils au fait, les Américains? Je garde la surprise. Quel a été le mobile des Américains lorsqu'après plusieurs années de guerre civile, ils ont proclamé leur indépendance par la révolution de 1776? On va résumer cela en un terme que je garde pour moi-même jusqu'à la pause. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Alors, on a vu que la Révolution française ne saurait être la mère de la Révolution de Saint-Domingue. Les Français ont décapité leur roi, ils ont chamboulé leur société parce qu'ils ont voulu être propriétaires eux aussi. Quand on dit « ont voulu », c'est les bourgeois et les intellectuels. Les paysans regardaient tout cela de haut. Eux, tout ce qu'ils voulaient avoir, c'était une partie des récoltes. Ils voulaient avoir l'assurance de manger même lorsque les récoltes étaient mauvaises. Et si le roi avait compris cela, si les seigneurs avaient compris cela, mais il n'y aurait peut-être pas ce chamboulement du XVIIIe siècle. Maintenant, parlons des Américains. Pour comprendre la révolution américaine de 1776, et encore une fois, on verra que le mot révolution est impropre, mais il faut remonter à l'Europe de la réforme protestante. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. La réforme protestante de Martin Luther, début XVIe siècle, 1517, va chambouler l'ordre politique européen. Même si ça a commencé avec un chamboulement religieux, la religion et la politique sont si liées, la religion et la politique sont toujours liées, que tout chamboulement religieux a provoqué un chamboulement politique. Et si vous voulez un petit exemple haïtien rapide, le renversement de Jean-Claude Duvalier, donc le renversement
du régime de Duvalier a pris corps dans les églises. Les prêtres ont commencé à dénoncer les Duvalier. Un certain prêtre, n'est-ce pas, de Saint-Jean-de-Bosco, était devenu très populaire parce qu'il lançait des messages épicés contre le régime. Et quand la religion se dissocie de la politique tombe. Mais là, j'ai fait un grand saut. Revenons à l'Europe du XVIe siècle. Alors oui, Martin Luther, un prêtre allemand, a voulu des changements dans l'Église. L'Église de son pays, l'Allemagne. Et puisque le Vatican a résisté au changement voulu par Martin Luther, mais les politiciens allemands, les princes, ont dit, ah tiens, c'est une belle occasion pour nous les Allemands, pour nous les politiciens allemands, de nous affranchir de la tutelle de l'Église. On va soutenir Martin Luther contre la papauté et comme ça nous n'aurons plus à envoyer la dîme à l'Église. Le mouvement de Martin Luther, qui est d'abord un mouvement religieux, est devenu un mouvement politique en Allemagne et à partir de l'Allemagne, les changements politico-religieux de Martin Luther vont se répandre dans toute l'Europe. Et là, on va avoir affaire avec les Anglais. Jusque-là, les Anglais sont un pays, ont un pays très stable. Ils ont leur roi. Sauf que le roi veut, la monarchie anglaise veut rapidement aussi éviter les chamboulements, les chamboulements qu'on voit ailleurs en Europe. Et donc on va opérer à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'Empire anglais, à l'intérieur de l'Angleterre, les changements religieux qui sont à bien des égards des changements cosmétiques. Et donc très rapidement, les Anglais vont avoir leur propre version du protestantisme qu'on va appeler l'anglicanisme. C'est pour cela que vous avez très rapidement l'église anglicane. Et qui est le chef de l'église anglicane? Ce n'est pas le pape. Qui est le chef de l'église anglicane? Ce n'est pas l'archevêque de Canterbury qui est le chef de l'église anglicane, mais c'est le roi ou la reine. Très bien. Sauf que d'autres religieux au sein de l'Angleterre n'entendent pas la chose ainsi. Ils veulent avoir une réforme en profondeur, contrairement à cette réforme cosmétique que la monarchie met en place. On va retrouver des mouvements comme le mouvement wesleyen. On va retrouver d'autres mouvements comme le mouvement des Quakers. Donc, je ne veux pas vous entrer dans toutes ces arcanes, n'est-ce pas, historico-religieuses. Et ceux qui ne se conformaient pas à la vision royale de la religion étaient persécutés. Ils étaient persécutés, n'est-ce pas, en Angleterre. Ils étaient persécutés au Royaume-Uni au nom de la liberté religieuse. Et ceux-là vont prendre la mer en quête de nouveaux pays à voler. Et retenir le mot voler, pas le nouveau pays de nouveaux pays à découvrir, ni de nouveaux pays à, n'est-ce pas, à explorer. C'est des euphémismes pour cacher une réalité beaucoup plus crue. Ça s'appelle le vol. Et donc vous avez des gens qui ont une religion différente de la religion de l'État anglais, l'anglicanisme. Donc vous avez une flopée, un ramassis de gens les uns plus fous que les autres religieusement, qui prennent la mer au nom de Dieu en quête d'un pays où ils pourront pratiquer leur foi sans être persécutés. Bon. Mais en quête d'un pays, si vous cherchez un pays au nom de la liberté religieuse, si vous avez des valeurs morales saines, vous n'allez pas arriver dans des pays qui sont à déjà habiter et assassiner ceux qui sont là. Donc vous avez ces Anglais qui, au nom de la foi chrétienne, au nom de la foi chrétienne,
La foi chrétienne qui est censée être la religion de l'amour, foutaise. La foi chrétienne qui est censée être la religion de l'égalité entre les peuples, puisque c'est le même Dieu qui les crée, foutaise et refoutaise. Donc vous avez ces Anglais qui arrivent avec leur Bible et qui débarquent en Amérique. Et là, ils vont, dans leur livre d'histoire, nous raconter des conneries, des propagandes. On nous raconte que les Pilgrim Fathers, les pères pèlerins, en quête d'une terre de liberté pour pouvoir pratiquer leur religion librement et pouvoir confesser la foi chrétienne sans être persécutés, ils arrivent en Amérique. Mais l'Amérique est déjà habitée par les autochtones, qu'on va appeler improprement Amérindiens. Les Américains, Bible en main, vont faire la guerre à ces gens-là. Et au fil du temps, ils vont assassiner 100 millions d'autochtones au nom de leur Dieu pour pouvoir voler leurs terres. C'est ça l'Amérique, les amis. C'est ça l'Amérique. Ils arrivent, ils vont rapidement se réconcilier avec leur roi, même si ils ont fui leur pays parce qu'ils étaient persécutés par l'État, mais ils arrivent dans un pays qui est déjà habité, mais qu'ils veulent voler. Ils ont besoin de l'armée anglaise. Et là, rapidement, la monarchie, le roi va comprendre qu'il y a des avantages là-dedans, dans ce nouveau continent, qu'il y a de l'argent à faire, n'est-ce pas? Les riches vont comprendre, les nobles, ceux qui ont de l'argent vont comprendre, mais mon Dieu, il y a des terres là. Ils vont se mettre ensemble pour assassiner les autochtones. Je vous ai dit qu'ils vont finir par en assassiner 100 millions, voler leurs terres, et tout cela au nom de leur foi religieuse. J'ai déjà dit et je le redis. À chaque fois qu'un peuple se réclame de la Bible, à chaque fois, écoutez bien, à chaque fois qu'un peuple se réclame de la Bible, ce que je dis de la Bible, je pourrais aussi le dire du Coran. À chaque fois qu'un peuple se réclame de la Bible, il va faire trois choses. D'abord, il va voler la terre des autres. 2, il va avoir des préjugés contre les autres qu'il va finir par assassiner. Et 3, il va réduire ces peuples-là en esclavage. La religion judéo-chrétienne est coextensive du vol. La religion judéo-chrétienne vole toujours. Elle pille toujours. La religion judéo-chrétienne est coextensive, n'est-ce pas, à l'assassinat. Dès qu'un peuple se réclame du judéo-christianisme, il va assassiner les autres peuples qui ne sont pas chrétiens. Et 3, puisqu'on ne peut pas assassiner tout le monde, ceux qui restent, on va les réduire en esclavage. Si vous lisez bien votre Bible, la Bible justifie le vol des terres. Est-ce que Moïse et Josué n'ont pas volé selon la mythologie vétérotestamentaire, la mythologie de l'Ancien Testament? Est-ce que Moïse et Josué n'ont pas volé la terre des Cananéens au nom du fait que Dieu leur donne cette terre-là? 1, 2. Est-ce que Josué et l'armée d'Israël n'ont pas assassiné les peuples qui étaient là? C'est dans la Bible. Et 3, est-ce que les Israélites n'ont pas réduit en esclavage ceux qui étaient là au nom de Dieu? Donc si vous comprenez ça, vous ne serez plus surpris du comportement nazi de Binyamin Netanyahou, du comportement nazi de l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Puisqu'ils ne sont pas juifs, ils sont des animaux, on va les tuer au nom de Dieu, on va voler leurs terres au nom de Dieu et on va réduire les autres en esclavage, même si le mot esclavage, n'est-ce pas, a disparu aujourd'hui. Donc vous avez ces Anglais qui arrivent, n'est-ce pas, en Amérique, qui volent la terre des autochtones, qui les tuent, et qui les réduisent aussi en esclavage. Et puisque, à un moment donné, ils vont s'apercevoir que les autochtones ne sont pas nombreux, ils vont faire venir, comme tous les autres peuples européens, des ancêtres de l'Afrique pour venir travailler pour eux. Jusque-là, ça va bien. Les Anglais qui arrivent en Amérique se voient comme les sujets du roi. Le roi leur donne une armée,
Ils acceptent bien, n'est-ce pas, les lois du Parlement britannique, du Parlement anglais. Le Parlement britannique pouvait légiférer sur les colonies, n'est-ce pas? Même si à l'intérieur des colonies, c'était la même chose, n'est-ce pas, au Canada, même si à l'intérieur des colonies, on pouvait avoir un Parlement qui légiférait, n'est-ce pas, à l'intérieur des colonies, il ne fallait pas que ces lois-là entrent en contradiction avec les lois anglaises qui sont promulguées par le Parlement britannique. Jusque-là, ça va bien, pas vrai? Sauf que l'Angleterre, ayant été impliquée dans une série de guerres, était au bord de la faillite. L'Angleterre était en guerre à un moment donné contre la France, l'Angleterre était en guerre, n'est-ce pas, contre d'autres peuples européens, et donc les caisses anglaises, les caisses de l'État anglais s'étaient vidées et il fallait regarnir ces caisses-là. Et quand l'État a besoin d'argent, il va voler ailleurs, ce que font les Européens, mais il va aussi surtaxer sa propre population. Et donc on va promulguer pour l'Amérique une série de lois qu'on appelle des lois intolérables. C'est l'expression consacrée en histoire. On va passer un certain nombre de lois que les Anglais qui vivent en Amérique vont estimer intolérables. Mais si vous analysez chacune de ces lois intolérables, il y a une constante, il y a un fil d'Ariane. Ces lois-là viennent grignoter à chaque fois sur la liberté commerciale des Américains. Ils ne peuvent pas acheter le thé avec qui ils veulent. Ils ne peuvent plus vendre, n'est-ce pas, leurs produits à qui ils veulent. En particulier, le thé qu'ils pouvaient acheter, n'est-ce pas, aux Chinois ou revendre, n'est-ce pas, à d'autres peuples, le roi George a fini par le leur interdire. Et donc, vous notez que les Américains vont faire une longue guerre civile. Ils vont se soulever contre leur roi, pas au nom de l'égalité entre les citoyens, pas au nom de la liberté générale. Ils vont faire une guerre civile qu'ils vont finir par appeler révolution au nom de la liberté commerciale. Au fait, les Américains ont fait la guerre civile pour le fric. C'est pas pour rien que dès qu'on est américain, on aime l'argent. Mais oui, parce que c'est dans leur ADN. Autant que les Français ont renversé, ont décapité leur roi pour avoir un bout de terre, autant les Américains vont faire une guerre civile pour le fric. Vous allez retrouver des intellectuels qui disent, écoutez, finalement, on n'a pas besoin de roi. Pourquoi on aurait besoin d'un roi qui est si éloigné et dont nous sommes séparés par des océans, de vastes océans? On peut avoir notre propre parlement, des gens comme Abraham Lincoln, des gens comme Thomas Paine vont commencer à écrire cela. Pourquoi avons-nous besoin d'un parlement britannique qui ne nous connaît même pas et qui légifère pour nous? On peut légiférer nous-mêmes. D'autant qu'il y a un principe, ils n'ont pas le droit de nous taxer si on n'a pas nos représentants dans leur parlement. C'est le fameux slogan en anglais, no representation, no taxation. Or, no taxation without representation. Si nous ne sommes pas représentés au Parlement, le Parlement n'a pas le droit de nous taxer. Les Anglais vont faire leur chamboulement au nom de la liberté commerciale, pour le fric. D'ailleurs, quelques années plus tard, la fameuse guerre civile des Américains sous Abraham Lincoln, elle va être faite au nom de quoi? Au nom du fric. Vous avez une partie parmi les États qui voulaient abolir l'esclavage, pas parce qu'ils aimaient les esclaves, mais c'est parce que les États-Unis commençaient à s'industrialiser. Il en coûtait moins cher à un industriel de faire travailler une machine que de faire travailler un humain, qu'on appelle esclave, entendons un Africain. Certains États voulaient cela, d'autres États, les États du Sud, ne voulaient pas parce que eux, leur économie reposait sur le coton et ils avaient besoin de la main-d'œuvre humaine pour faire marcher leur coton. Et donc, ils ont fait la guerre civile, là encore, au nom du fric. Donc,
Quand les Américains écrivent dans leur billet de dollar « In God we trust », en Dieu nous croyons, le Dieu auquel ils font référence, c'est vraiment le billet. C'est pas Jésus, enfin Jésus c'est un mot, vous connaissez ma conviction, c'est un construit social. Donc, lorsque les Américains ont fait leur révolution, ils n'avaient pas en tête le concept de liberté pour tous. Ils avaient quelque chose en ce moment-là. Ils avaient 500 000 esclaves. On a découvert que la population américaine augmentait à chaque 20 ans d'1 million ou de 2. Et au moment où les Américains ont lancé leur révolte, c'est une rébellion contre le roi, ils avaient 500 000 esclaves noirs. Et lorsqu'ils ont proclamé leur indépendance en 1776, le statut des esclaves n'a pas changé, le statut des femmes n'a pas changé. Donc, ce n'est pas une révolution. Il y a une révolution lorsqu'il y a un tel chamboulement que le statut de tous change. Lorsqu'il y a un tel chamboulement que la situation de tous change. Mais les esclaves sont restés dans leur champ. Après la rébellion américaine de 1776, ils se sont donné un pays pour pouvoir faire du commerce. Ils se sont donné un pays pour pouvoir vendre leurs marchandises à qui ils voulaient. Ils se sont donné un pays pour éviter d'être taxés par un parlement qui est séparé d'eux de plusieurs océans. Ils se sont donné un pays pour pouvoir se diriger eux-mêmes et faire du commerce à qui ils veulent. Donc, si on résume bien, ce qu'on appelle improprement la révolution américaine, c'est un chamboulement qui s'est fait au nom du fric, au nom de la liberté commerciale. Alors moi, quand j'entends des collègues historiens, des collègues universitaires répéter que la révolution américaine, c'est le modèle de toutes les autres révolutions parce qu'ils ont inventé une république. Une république pour qui? Prenez le temps de lire aujourd'hui encore la Constitution américaine, qui est la deuxième plus vieille au monde. Et aujourd'hui, vous avez une belle idée du fait que la Constitution américaine était écrite par des élites et pour le bien des élites. Vous avez le fameux collège électoral. Vous pensez que l'Amérique est une démocratie, mais voyons, vous n'y croyez plus là. Vous n'y croyez plus. Vous avez un président qui peut avoir moins de votes populaires que son concurrent, mais on s'en fout du vote populaire. Ce ne sont pas les citoyens qui élisent le président, c'est le collège électoral. Ça veut dire, c'est un petit club, un boys club, conçu par des élites politiques qui, finalement, disent, voici qui on veut comme président. Mais si vous pensez que les États-Unis sont un modèle républicain, un modèle d'égalité et de liberté pour tous, cette fameuse grâce présidentielle, qui est au fait une prérogative royale, les Américains se sont donné une république avec un président en croyant se défaire du roi, mais ils ont gardé des prérogatives royales. Imaginez, le président peut gracier qui il veut, y compris se gracier lui-même. Ah! Jusqu'à ce que Donald Trump ait commencé à gracier tout le monde, on avait tendance à oublier cela, mais jusqu'à ce que le débile Biden ait décidé de gracier son propre fils, alors qu'il avait passé les 4 dernières années à dire qu'il ne le ferait jamais. Et il a dit, moi je gracie mon fils pour quelle raison? Parce que la justice est trop politisée. Imaginez, le gars, il est accusé de détention illégale d'armes, ce qui est terrible. Quand on détient illégalement une arme, ça veut dire que cette arme-là peut être vendue dans la contrebande et aller tuer des gens, on s'en fout. Le fils de Biden est accusé de corruption en Ukraine, entre autres, n'est-ce pas? Seulement parce qu'il avait le titre Biden, il siégeait sur un conseil d'administration en Ukraine et il faisait des millions à cause de cela. Et malgré le fait qu'il a été condamné par la justice, son père, parce qu'il est président, décide de lui pardonner. Vous appelez ça une république où tous sont égaux? Voyons.
Si c'est vous qui étiez condamné, est-ce que vous auriez eu la grâce de Biden? Non, parce que vous n'êtes pas le fils de Biden. Si c'est vous qui étiez condamné, est-ce que vous auriez eu le pardon de Biden? Non, vous n'êtes pas fille de Biden. Donc, il n'y a pas d'égalité entre les citoyens. Vous voyez jusqu'où mène la prérogative royale. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre chef d'État n'est plus un roi, il est un président, mais le président garde les mêmes vieilles prérogatives, n'est-ce pas, familiales, les mêmes vieilles prérogatives sanguines, puisque le gars, il a le sang Biden, Biden ne peut pas permettre que son fils aille en prison, il le gracie. Et vous continuez à répéter la même connerie que les États-Unis sont un modèle de démocratie. Non, ce n'est pas une démocratie, puisque c'est le collège électoral qui élit. Là, une démocratie, c'est un homme, un vote, une femme, un vote, et on va compter les votes. Et celui qui a le plus grand nombre de votes devrait être proclamé automatiquement président. Non, c'est le collège électoral conçu par des élites politiques, des élites intellectuelles, pour faire en sorte que ce ne soit pas la populace, que ce ne soit pas la canaille, que ce ne soit pas le simple citoyen qui ne comprend rien à la politique qui élise son président, mais c'est finalement nous les élites. Donc, le système américain, c'est un système très élitiste. Alors, vous allez arrêter à compter d'aujourd'hui de dire que la révolution américaine, c'est le modèle de toutes les autres révolutions, foutaise, refoutaise, propagande occidentale, pour réduire en silence la beauté, pour réduire en silence la singularité, pour réduire en silence le rayonnement de la révolution haïtienne. Alors, on s'arrête une dernière fois et on va voir comment la révolution haïtienne est la seule vraie révolution, comment la révolution haïtienne n'est fille d'aucune autre révolution. La révolution haïtienne, c'est une révolution sui generis. C'est un phénomène à part, dans le sens que pour la première fois, un peuple noir va s'affranchir de l'esclavage des Occidentaux. Pour la première fois, un peuple noir va proclamer à la face de l'univers. Et il va le faire tout seul qu'il est indépendant. On s'arrête ici, les amis. Et je reviens après cette dernière pause. À tout à l'heure, les amis. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email
ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Maintenant, posons-nous la question sur les traits fondamentaux de la révolution haïtienne. D'abord, regardons la ligne du temps. Le premier à avoir lancé une révolte dans le Nord pour libérer les esclaves et établir un pays libre, c'est Macandal. Nous sommes dans les années 1700 et Macandal est mort autour de 1758. Regardez un mensonge. Si Macandal a lancé un mouvement révolutionnaire et qu'il est mort en 1758, pas vrai, et que d'autre part, la Révolution française a eu lieu en 1789, comment pouvez-vous me dire que la Révolution française a inspiré la Révolution haïtienne? Macandal a lancé une révolte bien avant que les Français n'aient décapité leur roi. Nous sommes en 1758. Et ceux qui vont relancer la Révolution haïtienne lors de la cérémonie ou lors du congrès politico-spirituel du Bois Caïman en 1791 étaient présents à la révolte de Macandal. Toussaint Louverture était présent. Si vous prenez la carte de Saint-Domingue, nous sommes dans cette vaste région, n'est-ce pas, du Limbé, etc. Et donc, ceux-là qui regardaient faire Macandal, je parle de Toussaint Louverture qui était jeune, je parle de Biassou, je parle de Jean-François, ils n'ont rien à voir avec la révolte des Français. La révolte des Français en France a agité les Français à Saint-Domingue qui eux aussi voulaient avoir leur part de droit dans ce qui se faisait en France. La révolte des Français en France a agité les mulâtres qui eux voulaient l'égalité avec les Blancs, mais nous les Noirs, nos ancêtres n'ont pas attendu la révolte des Français pour contester leur statut d'esclaves, ils l'ont toujours fait. Nos mères se sont suicidées, nos mères se sont faites avorter, nos ancêtres ont vécu dans le marronnage, ils ont accepté d'être amputés. Imaginez une Zabeth. Zabeth, c'est une femme noire qui arrivait de l'Afrique et qu'on a voulu esclavagiser, qu'on a voulu réduire en état d'esclave, qu'on a voulu asservir et qui à chaque fois s'est sauvée. On lui a enlevé un bras, on lui a enlevé un deuxième bras, on lui a enlevé une jambe, mais à chaque fois, elle se sauvait. Mais nos ancêtres n'ont pas attendu la France de 1789. Quand Macandal, disais-je, a lancé son mouvement de révolte, nous sommes dans les années 1757-58. Et si vous comprenez bien l'histoire d'Haïti, ceux qui vont lancer Bois Caïman en 1791 étaient là. Ils étaient jeunes, mais ils étaient là lorsque Macandal a lancé son mouvement en 1757, en 1758. Alors, ne serait-ce que sur le laps de temps au cours duquel chaque mouvement s'est déroulé, la Révolution française qui a eu lieu en 1789 ne saurait être la mère de la Révolution de Saint-Domingue qui fut déclenchée déjà par Macandal en 1757-1758. Voyons les amis, c'est un non-sens. Mais maintenant au niveau des enjeux, si vous prenez le temps les amis de lire les discours, les récriminations, les desiderata de nos ancêtres qui ont fait la révolution, ils n'ont pas livré bataille contre les Français pour avoir un bout de terre. Mais voyons, c'est trop, passez-moi le jeu de mots, trop terre à terre pour nos ancêtres.
Nos ancêtres n'ont pas fait la révolution pour avoir la liberté commerciale. Ça, c'est un enjeu très américain qui sont prêts à vendre leur mère pour avoir un dollar. In dollar we trust. C'est pas in God we trust. C'est vraiment dans le dollar qu'ils croient. Leur Dieu, c'est leur dollar. Comme Toussaint Louverture a livré bataille contre l'Espagne. Toussaint Louverture avait énormément de privilèges, n'est-ce pas, dans le côté espagnol. Il avait des terres. Il était élevé en dignité dans l'armée auxiliaire d'Espagne, mais ça ne l'a pas empêché de laisser l'armée espagnole pour se ranger du côté de la France. Pour quelle raison? Parce que la France promettait alors la liberté aux Noirs. Vous notez le mot liberté. Et lorsqu'effectivement Toussaint Louverture est passé du côté français, prenez le temps de lire sa correspondance, il a dit à ses frères, vous avez déjà sûrement entendu parler de moi, eh bien, je viens vous libérer pour vous donner donc, je pèse ici le pléonasme, je viens pour vous donner la liberté. Si vous lisez la Constitution de Toussaint Louverture, qui est un modèle, chers amis, eh bien, le premier mot, le premier terme que Toussaint va utiliser, il va dire désormais sur ce bout de terre, l'esclavage sera aboli à tout jamais. Ceux qui pensent que Toussaint Louverture était propriétaire d'esclaves et qu'il ne voulait pas vraiment la liberté pour tous, il répète tout simplement la propagande des ennemis de nos ancêtres. Toussaint Louverture était un homme prospère. Toussaint Louverture faisait partie de ces 800 Noirs qui étaient très prospères à Saint-Domingue. Et pourtant, il a mis tout cela en jeu pour libérer ces 500 000 frères et sœurs qui étaient réduits en esclavage. Et si vous relisez encore une fois la Constitution de Toussaint Louverture, c'est d'ailleurs pour cela que Napoléon va le faire arrêter, va le faire déporter en France et l'assassiner à toute fin pratique, c'est parce qu'il voulait la liberté. Il était prêt à tout perdre pour que désormais l'esclavage disparaisse sur toutes les terres de Saint-Domingue, sur toutes les terres d'Haïti. Et lorsque Toussaint a libéré la partie est de l'île, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle la République dominicaine, eh bien, il l'a fait pour libérer les esclaves. Il ne restait plus un seul esclave là où Toussaint Louverture passait. Et on l'appelait justement, les femmes blanches, les femmes espagnoles l'appelaient Toussaint le Sublime. C'est le titre de mon livre sur Toussaint, parce que cet homme-là était sublime dans sa détermination pour donner la liberté à tous, la liberté et l'égalité. Parce que si vous regardez le gouvernement de Toussaint, on y retrouvait des blancs, on y retrouvait des mulâtres, on y retrouvait des noirs aussi. Si vous prenez le temps, n'est-ce pas, de consulter ceux qui faisaient partie de la constituante, de la constitution de Toussaint Louverture, il y avait des blancs, il y avait des mulâtres, il y avait des noirs. Nos ancêtres sont pétris de la notion de l'égalité, ils sont pétris de la notion de liberté. Alors, on a déporté Toussaint, comme vous le savez, mais ce sont les disciples de Toussaint qui vont pousser la révolution. Donc le projet de Toussaint Louverture qu'il avait lancé, qui est au fait le projet de Macandal, qui est au fait le projet de Zabet, ce sont les soldats de Toussaint Louverture, les Dessalines, les Christophe, qui vont pousser ce projet à terme. Pour eux, ce n'était pas une question de bien. La preuve, c'est que lorsque Leclerc est arrivé et qu'il a fait des offres à Henri Christophe, Christophe, qui était un homme immensément riche, un homme d'affaires prospère, Christophe a foutu le feu dans son propre manoir. Parce que pour lui, ce n'était pas une question de terre, ce n'était pas une question de liberté commerciale comme les Américains, ce n'était pas une question de devenir propriétaire terrien, c'était une question de liberté. Plutôt que de perdre ma liberté, je fous le feu dans mon manoir. Et le slogan « Coupez tête boule écaille »,
C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Si les Blancs pensent pouvoir nous ramener à l'esclavage, si les Blancs pensent pouvoir nous acheter et nous accorder quelques privilèges à nous, les officiers, contre, n'est-ce pas, le retour en esclavage du reste de la population, nous allons couper les têtes et brûler les cases, couper les têtes, brûler les maisons, car nos ancêtres sont pétris d'abord par la question de liberté. Il n'y a jamais eu question dans le mobile des soldats haïtiens. Il n'a jamais été question dans la motivation de nos va-nu-pieds, dans la motivation de l'armée des Incas, parce que c'est le nom que Dessalines a donné, n'est-ce pas, à l'armée indigène. C'était pas la question de la terre. Nos ancêtres n'ont pas été mobilisés par des questions matérielles, par des questions futiles, par des questions terre à terre, sans mauvais jeu de mots. Nos ancêtres étaient motivés par l'idéal de la liberté. Ils étaient motivés par l'idéal de l'autodétermination des peuples. Ils étaient motivés par l'idéal de l'égalité entre les peuples. Ils vont donc foutre une raclée à l'armée européenne la plus puissante d'alors, l'armée française. Ils vont obliger Rochambeau, n'est-ce pas, à déguerpir avec le reste de son armée française. Et si vous voulez comprendre l'idéal de nos ancêtres, relisez la constitution de Dessalines, la constitution impériale de 1806. Haïti serait une terre de liberté et tous ceux qui mettraient le pied sur ce territoire seraient désormais considérés libres. C'est vrai, par intégrité intellectuelle, que certains propriétaires, majoritairement des mulâtres, certains propriétaires, minoritairement de hauts gradés noirs, vont pervertir les idéaux de nos ancêtres en s'accaparant, après la révolution, des terres. On a compris que pour la plupart des mulâtres, l'enjeu ce n'était pas la liberté, l'enjeu c'était de mettre la main, c'était de faire main basse sur les terres dont ils disaient appartenir à leur père. En sorte que Dessalines a dit, le grand Dessalines, du vivant de votre père, vous n'avez jamais réclamé leur terre. Maintenant qu'ils sont morts ou bien qu'ils sont retournés en France, désormais leurs terres vous appartiennent. Et les Noirs, dont les pères sont en Afrique, n'auraient-ils donc rien? Donc vous notez que l'idéal dessalinien, c'est la liberté. Le temps nous manque, les amis. Mais vous savez ce qui me distingue d'un Canadien? Moi, en tant qu'Haïtien, ressortissant haïtien détenant un passeport canadien. Vous savez ce qui me distingue d'un Québécois? Moi, ressortissant haïtien vivant au Québec depuis 35 ans. Vous savez ce qui vous distingue de l'Américain, vous qui vivez aux États-Unis comme Haïtien? Vous savez ce qui vous distingue, vous comme Haïtien, qui vivez, je ne sais pas, n'est-ce pas, au Chili ou partout? Vous n'avez peut-être rien, mais vous avez le réflexe de la liberté. Et c'est pour cela que nos ennemis ne nous comprennent pas. Après 35 ans au Canada, ils ne comprennent pas que je sois encore attaché à Haïti. Ils ne comprennent pas que vous, malgré vos succès en terre étrangère, vous soyez encore viscéralement attaché à Haïti, parce qu'Haïti, c'est le seul symbole de la liberté véritable. L'Haïtien n'a peut-être rien, mais il a le réflexe de la liberté. L'Haïtien n'a peut-être rien, mais tenter de le faire revenir à une forme quelconque d'esclavage, il va se lever avec sa machette en main, parce que nous avons le réflexe de la liberté. Alors dites-moi, qui a inventé la liberté? Qui a inventé l'égalité entre les peuples? Qui a inventé l'autodétermination des peuples? Les Français, voyons donc, vous n'allez plus répéter cette connerie. Les Français ont décapité leur roi pour avoir un bout de terre. Qui a inventé la liberté, l'égalité entre les gens? Les Américains, mais voyons. Les Américains ont fait 2 guerres civiles pour le fric, pour avoir la liberté commerciale, au nom du dollar, qui est leur dieu. In dollar we trust. Nos ancêtres ont tout perdu. Henri Christophe a foutu le feu dans son manoir au nom de la liberté. Dessalines, qui disait « coupez tête, boule écaille », il a foutu le feu dans sa maison qu'il construisait, n'est-ce pas, au Gonaïve, ou à Saint-Marc, je pense,
au nom de la liberté. Toussaint Louverture a accepté de tout perdre au nom de la liberté. Macandal, qui était un cocher, c'est-à-dire un privilégié, il a mis sa vie en jeu au nom de la liberté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons rien. L'idéal haïtien a été stoppé par tous. Les Américains, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Allemands, ils se sont ligués contre nous parce qu'ils n'acceptent pas que ce soit un peuple noir qui soit le véritable inventeur de la liberté. C'est encore cela qu'ils ont contre nous. C'est pour cela qu'ils mettent des armes aux mains de nos jeunes. C'est pour cela qu'ils ont transformé notre pays en un trou de merde, pour reprendre l'expression du merdique Donald Trump. In dollar we trust, c'est la devise véritable des Américains. Pas in God. Au fait, le Dieu ici, c'est le dollar. Je peux regarder le Québécois dans les yeux et lui dire, vous savez quoi? Vous avez tout. Vous avez un État prospère, mais vous n'avez pas l'indépendance. Mais moi, comme Haïtien, ce qui me distingue du Québécois, je n'ai peut-être rien, mais j'ai l'instinct de l'indépendance. Je peux regarder l'Américain et lui dire, vous avez le dollar, mais mes ancêtres ont inventé le concept de liberté, liberté véritable, le concept d'égalité, l'égalité véritable. Et c'est ça qu'ils ont contre nous. Ils ne comprennent pas que nous soyons aussi viscéralement attachés à Haïti, mais c'est parce que c'est le seul pays de liberté véritable, c'est la seule terre de l'indépendance véritable, c'est la seule terre de liberté véritable. Vous pouvez tout m'enlever, vous m'enlevez mon pays, vous m'enlevez mes mers, vous m'enlevez mes plages, vous m'enlevez ma maison, mais il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais m'enlever, c'est mon réflexe d'indépendance. L'Haïtien, c'est le seul noir qui regarde le blanc dans les yeux et qui lui dise merde. Et c'est ce que les Blancs n'arrivent pas à comprendre. C'est ce que nos ennemis n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, Jean, à chaque fois qu'on parle d'Haïti dans les nouvelles, c'est jamais pour les bonnes raisons. C'est des terroristes qui font fuir la population. C'est des terroristes qui tirent sur des avions. Mais regardez, on fait ça aussi au Mexique. On fait ça aussi à la Jamaïque. C'est des terroristes, n'est-ce pas, qui décapitent des gens. Mais alors, merde, dites-moi pourquoi vous êtes autant attachés au Canada, n'est-ce pas, à Haïti, après 35 ans au Canada? C'est parce que c'est la seule terre de liberté. Les Américains vous demandent, mais vous êtes si prospères aux États-Unis, dites-moi pourquoi vous êtes si attachés à Haïti? Mais c'est parce que Haïti, c'est la seule terre de liberté. Pourquoi vous continuez à parler de vos ancêtres qui sont morts depuis les années 1800? C'est pas compliqué, parce que ce sont les inventeurs de la liberté, ce sont les inventeurs de l'autodétermination des peuples. Alors, les amis, on peut tout nous enlever, mais on ne pourra jamais nous enlever notre réflexe d'indépendant. On peut tout nous enlever, on ne pourra jamais nous enlever notre réflexe de liberté. On peut tout nous enlever, on ne pourra jamais nous enlever, n'est-ce pas, notre réflexe de gens fiers. L'Haïtien marche droit. Il regarde le soleil. Et lorsque vous lui dites « ça passé », il vous répond « n'a boulé ». Nous brûlons comme le soleil, nous rayonnons comme le soleil, parce que nous sommes le peuple des Incas. C'est ce que Dessalines disait. L'armée haïtienne, c'est l'armée des Incas. Nous sommes le soleil. Nous sommes ce phare dont Victor Hugo avait parlé. Nous passons par un épisode difficile. Mais faites-moi confiance. Ce peuple-là, qui est l'inventeur de liberté, ce peuple-là, qui est l'inventeur de l'égalité, ne saurait mourir. Ce bout de terre, qui est le centre de l'univers, renaîtra de ses cendres. Nous puiserons nos forces dans l'énergie ancestrale. Nous puisions nos forces dans l'histoire ancestrale. Un peuple qui a inventé la liberté, qui a inventé l'indépendance, ne saurait mourir. Nous renaîtrons de nos cendres, comme le disait le grand Christophe Henry. Bonne année les amis, que la lutte se poursuive. Bonne année les amis, que le projet de nos ancêtres aboutisse. Et s'il faut, une fois de plus, que nous brûlions
les cases et que nous coupions les têtes, qu'à cela ne tienne, coupez tête, vous les cailles, il faut que le projet de nos ancêtres aboutisse. Bonne année, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Et ne l'oublions pas, nous sommes les inventeurs de la liberté. Nous sommes les inventeurs de l'autodétermination des peuples. Nous sommes les inventeurs de l'égalité entre les peuples. Bonne année, à la semaine prochaine. Au revoir.